Oui, c'est parti. Bon. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou écoutez en podcast Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dola et ce soir, j'accueille 3 membres de la troupe. Julie Sicard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociétaire de la comédie française et fêterez en juin votre 20e année au sein de la troupe. Vous pouvez me faire confiance pour les dates. Jean Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pensionnaire et vous fêtez aujourd'hui précisément votre 3e année au Français. Bon anniversaire. Voilà. Merci. Bravo. Vous pouvez chanter, Nicolas. Jour par jour. 3 ans. Bravo. Franchement... L'amour dure 3 ans. Et à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'à partir d'après l'émission, vous allez basculer de l'autre côté. Je suis dans la 4e, la plus dure. Ouais, le moment, si on voit si ça tient. 3 ans, ça va. 4, c'est plus 4, c'est la déception. Ouais. 3 ans, c'est l'amour. Ouais. Bon, alors, Nicolas Lormeau, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, je sais exactement. En juin. Mais 25 ans. Bravo. Voilà, donc ça, c'est pour la partie un peu cosmétique des anniversaires, mais néanmoins symbolique. Hein, on n'est pas sûr de pouvoir célébrer quoi que ce soit en ce moment, Jean, mais nous nous rattraperons lorsque tout cela sera possible. Enfin, je salue Arthur Lenoir qui filme cette émission tous les lundis et répond en direct à vos commentaires. Bonsoir Monsieur Lenoir. Bonsoir Arthur. Il répond jamais, mais on continue. Il est là, il est parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il est à 1 mètre de nous. Il est à même pas. Incroyable. À 1m50. 2 mètres. Réglementaire, 2 mètres. Voilà, donc ceci est notre 17e émission. Je rappelle que Quelle Comédie a été lancée fin septembre 2020. La comédie d'automne a débuté le 7 novembre et depuis cette date, je l'ai dit la semaine passée, je le répète cette semaine, vous êtes plus d'1 500 000 spectateurs à suivre vos programmes sur la chaîne YouTube de la Comédie Française. Et bien sûr, nous vous en sommes infiniment reconnaissants parce que le succès des lectures quotidiennes de Proust, du programme de théâtre à la table, de cette modeste émission donne du sens, encourage et donne du sens à toutes ces expérimentations, tous ces nouveaux formats que vous créez avec cette troupe fort courageuse et fort créative. Voilà, donc avant d'en arriver à notre discussion de ce soir, je tenais à vous féliciter aussi, vous, de ce succès. Ce soir, nous allons parler de Victor Hugo, tout simplement, toute simplicité, Nicolas Lormeau. Je m'adresse à vous parce que vous êtes un peu responsable de cette histoire. Mais avant, je voudrais qu'on évoque cette expérience que sont les lectures quotidiennes de Proust, en direct, donc du mardi au vendredi de 19h à 20h. C'est un rendez-vous, je viens de le dire, qui... rencontre un vrai succès auprès du public qui en plus réagit avec ses commentaires en direct auxquels Arthur répond. Et pour vous, actrices et acteurs, c'est un exercice. Alors Jean n'est pas encore passé, je tiens à le dénoncer. Voilà, Jean, monsieur l'administrateur général, Jean Chevalier, attention. Dites-le discrètement. Mais c'est un exercice, on va dire que c'est un exercice exigeant, hein, par la nature de l'œuvre et la langue de Proust, par le format, donc une diffusion en direct sur Facebook, après reprise sur la chaîne YouTube, et la durée, 1 heure, sans pause. Julie Sicard, vous êtes la dernière à avoir œuvré, la semaine dernière, vendredi. Et moi, alors, j'ai pas fait 1 heure. Vous avez fait 47 minutes, je crois. Exactement. 48, je crois. Ouais. 48. Non, mais comment on se prépare à ce petit mini-marathon? Parce que c'est quand même un exercice... Heureusement, on nous donne quand même le texte une bonne semaine en amont. Heureusement, parce que moi, je crois que je l'ai lu un peu tous les jours. Puis alors, je me chronométrais, puis je me disais, moi, je faisais 45 chez moi. Donc, j'ai quand même un peu pris plus mon temps le jour J, mais je me disais, mais ça doit faire 1 heure, je lis trop vite. Et non, quand même, j'ai resté sur cette durée. Moi, je redoutais cet appel, parce qu'on... Normalement, Jean, je te l'ai dit, on doit tous y passer à cette lecture de Proust. Il y a un certain nombre de tomes. On en est au 2e. On en est à la moitié. Ouais. Ah, on en est au 3e. On en est à la moitié. On est bientôt à la fin, il reste plus. Moi, j'étais la 47e lecture, il me semble, et normalement, il y en a 120, si on veut tout faire. Donc, tu as ta chance. Ouais. Ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai que je redoutais un peu ce coup de fil parce qu'en effet,
tu dis c'est exigeant, moi j'aurais pas dit ce mot-là, j'aurais dit c'est difficile, ça fait peur, ça me faisait très peur moi. Pourquoi ça fait peur? Parce que c'est physique Parce que déjà une lecture, mais même quand on fait par exemple le grenier des lecteurs, qui est un exercice de lecture qu'on fait, mais avec des textes qu'on a choisis, qu'on a préparés longtemps, etc. C'est quand même 1 heure de lecture. 1 heure de lecture, c'est énorme. C'est-à-dire, évidemment, on a toujours cette panique de bafouiller, de se perdre un peu dans la pensée, d'être toujours à l'affût de savoir si on reste bien clair dans notre pensée, dans notre lecture. Dans la compréhension, vous avez du texte? Dans la compréhension. Parce que pas dans une lecture systématique. En plus, moi, j'ai eu la chance de bosser sur le spectacle de Christophe Honoré. Donc j'avais eu quand même une belle porte d'entrée sur Proust. Récente. Et même, avant de faire ma lecture, j'ai quand même appelé Christophe Honoré, parce qu'il y avait une phrase où je l'ai appelé, je lui ai dit, il me manque une brique sur cette phrase. C'est-à-dire que j'avais une phrase que je comprenais, moi, complètement. Mais je comprenais tout ce que je disais, mais après, quand je le disais à haute voix, je me rendais compte que c'est pas clair, comme s'il me manquait un verbe. Et je n'arrivais pas à savoir où était ma faille, où était ce qui me manquait pour que ça soit clair quand je le disais. Et donc je l'ai appelé et il m'a tout éclairci. Parce qu'il a une connaissance, une expertise absolue. Voilà, c'est lui qui m'a fait aimer Proust. Quand vous avez travaillé sur le côté de Guermantes. Oui, il a quand même. On sent que c'est quelqu'un qui connaît son sujet, quoi, qui s'y est plongé, replongé, qui a vécu avec ça très longtemps et depuis sa toute jeunesse. Donc je lui faisais une confiance absolue et j'ai eu raison puisqu'il m'a tout éclairci. Mais donc j'avais peur déjà la lecture, c'est quelque chose qui peut faire peur. Il y a des gens qui sont très à l'aise, des comédiens de la troupe qui sont très à l'aise avec la lecture, plein. Et il y en a, c'est vraiment un exercice difficile. Moi j'aime bien la lecture, donc c'était pas forcément la lecture qui me faisait peur, c'était plus Proust. Mais finalement, je l'ai fait et je l'avais je l'avais travaillé au mieux que je pouvais et ça m'a plu. Travailler, ça veut dire quoi? Que vous mettez les césures, vous la notez? C'est ce qu'on appelle les bâtons. On regarde notre texte, il y a plein de bâtons. C'est quand est-ce qu'on peut respirer, quand est-ce qu'on fait comme des blocs. On sait que là, on peut courir, que là, il faut faire un petit temps pour en plus, Proust, c'est quand même des phrases où il y a énormément de digressions, des inserts, etc. C'est compliqué. Même si intellectuellement, on comprend. Après, quand il faut le restituer en voix, c'est pas forcément facile. Alors, je vois un sourire sur le visage de Nicolas Lormeau, qui lui aussi a fait l'exercice. Est-ce que l'expérience est la même? Ouais. Non, mais en fait, moi, je peux pas. Pour essayer de faire autre chose qu'annonner quand on lit pour des gens, il y a quelques problèmes. De mon point de vue, si on veut essayer de faire naître une image dans le cerveau des gens qui nous écoutent, il vaut mieux que l'image soit d'abord dans notre tête. De mon point de vue, c'est ça. Lire, c'est charger une image. On voit les mots, donc les mots arrivent dans le cerveau. Là, on charge l'image. Une fois qu'on a l'image, on dit les mots qu'on vient de lire, mais pendant ce temps-là, on est en train de lire d'autres mots, parce que sinon, c'est trop lent. Donc, il y a une mémoire tampon. Alors, pour moi, effectivement, aussi, pour m'aider, je mets des bâtons. Alors, j'ai le code, toujours le même code, une petite césure, une grande césure, une très grande césure. Je mets surtout des flèches qui me permettent de faire des enjambements, parce que des fois, là, on arrive au bout de la ligne, mais il faut enjamber. Je raconte toujours cette histoire très drôle où j'étais avec Gaël Camilindi et Pierre Ancis à Mâcon. On faisait à Mâcon? On faisait une lecture sur Lamartine. C'était Pierre Ancis qui avait organisé ça. Alors, on était très, très chic. On était devant le maire de Mâcon et le député maire de Mâcon avec des cravates et tout ça. C'est super sur Lamartine, des textes qu'il avait dit à l'Assemblée nationale. Et moi, très fier, j'avais mis mes bâtons, tout ça, sauf que celui-là, je l'avais pas mis. Et là, je fais « Et ainsi que... ils l'ont fait comme ils le fait tous. » Non, un truc comme ça. Je crois que c'est ma phrase, je fais comme ça, je fais « Et comme ils le font tous. » Je fais comme ça. Je tourne la page, et là, en haut de la page, on va marquer « Les autres. » et là, mes deux copains, je crois qu'ils rigolent encore. Donc, par exemple, là, j'avais raté un bâton de marquer à la main « Les autres », histoire de dire tous les autres et pas « Comme ils le font tous » avec un superbe point. Donc, en fait, c'est des aides à la lecture. Mais là, Proust, moi, j'ai un peu galéré parce que d'abord,
à mon avis, j'ai pas assez travaillé comme Julie. C'est-à-dire, je l'ai vu plusieurs fois, mais comme il y a des incises, des parenthèses et tout, j'avais un code trop compliqué. Donc des fois, même mes yeux se posaient, je disais, j'avais beaucoup trop de bâtons, de parenthèses, de trucs, de 2 points. Donc moi-même, en direct, je comprenais plus exactement ce que j'avais voulu m'indiquer. Donc j'étais un peu, oh là là, il y a beaucoup de bâtons là. Et puis par moment, il y a des telles parenthèses d'une telle longueur que quand je revenais au verbe, par moment, je me sentais un peu perdu. Alors j'ai fait le métier, comme on dit, je me suis débrouillé. Paraît-il que ça allait. Moi, quand je me regarde, je m'amuse parce que par moment, je vois quand même que là, il me manque 15 jours de répétition. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté. Mais quand même, je trouve que, enfin, moi, maintenant que je l'ai fait, je sais que Proust, par exemple, l'humour de Proust, il est très palpable quand on le lit à haute voix. Il l'est beaucoup moins quand on le lit. C'est-à-dire que quand on le lit à haute voix, c'est très clair qu'il y a un humour dingue. C'est vrai. Mais j'avais pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment flagrant quand on l'entend. Il y en a qui ont plus de dialogue. Moi, j'avais pas de dialogue. Alors, c'était dur. Mais paraît-il que ça va. Mais je me suis pas. Il y en a qui se sont déjà portés volontaires pour faire le deuxième tour. Ah non, il faut que Jean Chevalier passe d'abord. Moi, personnellement, non, mais après, c'est super de faire ça. Et puis, il y a des gens, encore une fois, les gens nous font l'amitié de nous suivre. 47 heures déjà. Et il y en a qui ont entendu les 47 heures et qui adorent, qui suivent, paraît-il, avec le texte en main, qui font des commentaires. Donc, tant mieux. On fait plaisir il y a des gens à qui ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est super. Et puis, en plus, ça va faire une archive extraordinaire. Donc, voilà, tant mieux. La lecture à voix haute, c'est une discipline quand on est... ça fait partie des compétences que vous devez avoir quand vous êtes comédien ou comédienne. C'est un truc qu'on apprend, par exemple, vous qui enseignez. Pas assez. Et ici, je trouve... Beaucoup d'entre vous le font, notamment à la radio. On le fait, on progresse. En étant ici, on est contraint. C'est un muscle, hein, c'est-à-dire qu'on en fait... On en fait beaucoup ici, quand même. Donc, oui. Globalement, je connais pas d'acteurs qui sont restés... il te reste quoi, 1 an? Non, mais en fait, on progresse, on lit, on a cette habitude. Contrairement peut-être à d'autres, donc... Mais c'est pas enseigné dans les écoles ou conservatoires? Pas beaucoup. Moi, je fais un atelier de lecture, et tiens, on parlait des écoles. Je fais des ateliers de lecture expressive, donc ce qui veut rien dire, mais en classe de... À voix haute. Oui, pour les premières et les terminales dans les lycées, parce que maintenant, à l'épreuve du bac, il faut qu'ils lisent le texte. Et donc, on essaie de leur donner des tuyaux, de leur donner envie, de leur donner de lever les yeux, de parler fort, de mettre les bâtons et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lecteur à voix haute? 3 tuyaux. Préparer son texte. Eh ben, je pense que tu n'avais pas complètement fini ta leçon tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, il faut que ça soit... Bêtement, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est sûr. Mais c'est vraiment ça. Hein. Faut histoire de charger les images. Bien sûr, oui. Et de les... L'autre jour, il y a un élève qui, du lycée français de Londres, avec qui j'ai un atelier là formidable, c'est aussi une sorte de défi de leur faire travailler puisqu'ils peuvent pas être ensemble, sur des grands monologues. Mais des grands monologues, genre Bon appétit messieurs, mais en entier. La prof que j'embrasse, qui est une copine, m'a dit mais c'est impossible, on peut pas. T'as vu le nombre, ils adorent, ils apprennent ça, donc ils connaissent ça. Mais par moment, je le vois très bien, certains mots, ils les disent avec bonheur, hein, mais ils ne comprennent pas. Simplement parce que c'est des mots qui sont plus usités. Je dis mais regarde un dictionnaire, hop, tu comprends le mot et tu peux le dire plus facilement. Alors évidemment, globalement, ils comprennent, en plus ils le savent par cœur, mais il faut pas avoir honte de se dire, ce mot, c'est flou, je ne sais pas comment le phraser, parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce qu'a fait Julie en appelant Christophe Honoré en disant, aide-moi, parce que là, je vois pas comment la pensée est construite. Il faut avoir le courage de se le dire à soi-même, et être un bon lecteur, c'est être en terrain un peu connu, quoi. Jouer sans le problème de mémoire. En ce moment où vous jouez moins que d'habitude, on peut parler ainsi. Je rappelle qu'en temps normal, un acteur, une actrice à la Comédie Française peut parfaitement jouer 2 fois par jour, voire davantage. Lire à voix haute, c'est une façon de faire ses gammes. Vous faites ça chez vous? Comment vous faites vos gammes là en ce moment? Quand vous ne jouez pas ou que vous répétez pas ou... Non, moi je lis pas à voix haute. Je lis. Ça c'est un progrès parce que sur le premier confinement quand même, je pense que j'ai eu le même blocage, la même maladie que tout le monde, c'est que je n'arrivais pas à lire. Ça y est, c'est enfin revenu. Donc même c'est revenu d'une façon un petit peu boulimique, mais non, je lis pas à voix haute. Et comme on pourrait penser qu'un acteur, quand il fait rien,
s'amuserait ou se travaillerait lui-même en apprenant des choses par cœur, non. Enfin, moi, en tout cas, non. Moi, j'ai besoin quand même. C'est comme là qu'en ce moment, on a de la chance, nous, de pouvoir encore venir répéter des spectacles qui, malheureusement, ne voient pas le jour, qu'on met sous cloche, comme on dit, qu'on aboutit, mais qui ne rencontreront pas le public. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Il y a énormément de comédiens qui n'ont pas cette chance-là de répéter, mais même si on a cette chance-là, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout, pour moi, ça n'est pas du tout satisfaisant, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très curieux de travailler comme ça sans avoir un but. Et le but, en fait, on se rend compte d'autant plus là en ce moment que le but, c'est quand même la rencontre avec les gens, quoi. Donc, lire à voix haute, etc., si c'est pour mon seul plaisir, non, c'est pas un exercice que je pratique, non. Jean Chevalier, vous faites comment en ce moment? Alors moi je travaille quand on me demande de le faire dans cette maison. Je travaille rarement seul, pour mon plaisir. Mais après je suis d'accord avec Julie sur le fait que c'est un partage d'énergie et d'émotion aussi. C'est-à-dire que ce qu'on donne au public, il nous le renvoie, donc il y a un échange. Et quand on est tout seul, après... Quand vous faites un filage, par exemple, un filage, c'est le moment c'est la dernière avant la générale, voilà, c'est quand on oui, mais il est tendu vers une première, vers une première, c'est parce qu'on sait et en fait c'est le dernier moment, jours avant une première, donc c'est les derniers moments où on se muscle, où on s'interroge, etc. Mais là, tout reste en suspens, ne sont pas gratuits d'un public, jamais. Et là, on est en train d'expérimenter ces trucs-là, c'est-à-dire on fait des filages, on fait des premières qui sont filmées, mais pour une mémoire du spectacle, dans l'hypothèse, dans le rêve que ça soit un jour joué, et pour se souvenir de ce qu'on a fait. Mais ce sont des filages pour nous-mêmes, des filages de mémoire, quoi. Donc c'est même pas des filages tendus vers ce but de présenter un travail, de l'offrir à quelqu'un, d'avoir cette peur, cette excitation de savoir comment c'est reçu par un public, etc. Alors, tout ça n'est pas là, quoi. Donc c'est complètement inédit. C'est inédit. C'est inédit, et on se rend bien compte que c'est quand même pas notre métier. Non. C'est pas ça le métier. En fait, ce métier-là, dans un vase clos, n'est pas ce qu'on attend, en fait, de ce métier, quoi. C'est pas... Bon. Il y a une période dangereuse, toujours, techniquement, puisqu'on parlait un peu de ça. Moi, je m'amuse à dire, je dis la courbature du mois de septembre. Quand on n'a pas joué depuis tout août, on a beau s'engueuler en famille et tout ça, mais on parle quand même moins fort. Et souvent, c'est dangereux, les périodes de mois de septembre, où, d'un seul coup, on se casse la voix, en fait. Parce qu'on reprend, on joue comme si on était chaud. Et en fait, il faut faire attention de ça. Et là, ça n'a pas manqué. Moi, j'ai eu la chance. Je suis peut-être ici, en tout cas, je suis celui qui a joué devant le public le plus récemment, puisqu'on a joué à Madrid, 20 milieux sous les mers. En Espagne, on joue encore devant des publics. Et on a joué à Madrid mi-décembre, et on est allé au restaurant. Eh bien, c'était un grand théâtre, c'était un très grand plateau, et on a répété sur ce plateau 2 jours avant de jouer. Mais au bout de 2 jours, toute la distrib, on avait la voix dans les chaussettes. Et ça nous a fait drôle parce que c'est pas un spectacle qui est avec des grands monologues de bravoure. On peut pas vraiment dire qu'il y a la réplique de Ruy Blas dans 20 milieux sous les mers. Et pourtant, tous, on s'est dit, oh là là, mais parce qu'on était dans un théâtre, que ça répondait pas, l'acoustique était particulière, donc on avait tendance à vouloir s'entendre. On n'était pas dans une salle de répétition et on a perdu nos voix et on s'est tous fait un peu du mal à la voix, comme en septembre. Et là, ce qui va se passer, il va y avoir un gros mois de septembre. Il va y avoir un gros mois de septembre quand on va reprendre, et voilà, c'est ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on joue moins. On s'en rend compte, mais c'est comme le vélo. Après, ça nous a peut-être ressourcés, ça nous a peut-être donné envie. La prochaine fois, on va être comme des dingues. Bon, là, il va falloir être comme des dingues, puisque vous avez quand même un petit peu de travail cette semaine, puisque vous allez faire le théâtre à la table. C'est ça. Autour de la table. Voilà. Théâtre à la table. Donc, dans le cadre du programme de théâtre à la table, qui a été initié donc en novembre, vous montez Nicolas Lormeau, Ruy Blas de Victor Hugo. Alors, Julie Sicard, vous êtes la reine d'Espagne. Enfin. Écoutez, quand même. Il aura fallu attendre 20 ans. C'est pas
Ah, écoutez, oui, c'est le moment de le remercier, peut-être. Je passe de Toinette à la reine. Ouais, pas mal. c'est bien, comme c'est promotion. le propre du métier. Bon, bah, vous, Jean Chevalier, vous êtes Ruy Blas. Ouais. Hein, j'ai appris tout à l'heure, à la faveur d'un reportage que vous découvrirez après cette conversation, que Ruy Blas, finalement, en espagnol, c'était l'équivalent de René Bidochon. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure, Nicolas Lormeau. T'as choisi Bidochon, t'as pas choisi Boulon. Mais René Boulon. Ah, j'ai Non, parce entendu que Bidochon. Oui, parce que Bidochon, c'est une marque déposée de cette super BD de Binet. Binet. Très drôle, les Bidochons. Alors, c'est une pièce que vous connaissez, Nicolas Lormeau, pour l'avoir déjà mise en scène en 1990 au théâtre de Sartrouville. C'est ça. C'est un auteur que vous aimez, puisque vous avez également monté un spectacle qui s'appelle Hugo, un procès à partir des préfaces d'Hugo dans le cadre des Samedis du Vieux Colombier en 95, puis Hernani en 2012 à Montpellier, repris en 2013 au Vieux Colombier. Donc ma question est simple, est-ce que vous êtes un romantique ? Ah, totalement. Alors là, absolument. Je pensais que vous alliez minauder, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et en plus, au sens... parce que souvent, on confond le romantisme et sentimentalisme. Mais je suis aussi sentimentaliste. Oui. Je suis tout. Je suis russe. Et en fait, moitié. Mais enfin bon, je suis russe. Il y a pas plus romantique qu'un russe. C'est connecté à l'idée d'être romantique. Ah mais totalement. Lormeau. C'est-à-dire Lormeau. Oui. Et en fait c'est génial, c'est que mon père était tout à fait français, donc c'est pour ça que je m'appelle Lormeau, donc c'est tout à fait français. Et ma mère, qui est vraiment fille de russe, elle s'appelle Dietrich. Et donc ce qui ne va pas parce que Dietrich est un nom allemand. Mhm. Donc on pourrait dire. Donc personne ne vous croit, jamais. Personne ne me croit. Moi je m'appelle Nicolas. Enfin bon, romantique, Nicolas, c'est oui, quand même Nicolas, un nom de tsar. si vous voulez. On peut dire pas quand même. Mm. Mais mon frère aîné s'appelle Boris, mon deuxième frère s'appelle Alexandre et mon troisième frère s'appelle Pierre. Certes. C'est Oui. 4 tsars quand même, c'est pas rien quand même. Non, le romantisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'absolu, l'engagement, pour aller vite, le à bloc. Bref, c'est le total, on minote pas. C'est-à-dire qu'on s'engage, et ce théâtre-là, avec Hugo d'ailleurs, il invente une nouvelle forme qui s'appelle le drame, où on mélange les genres. Et où donc effectivement, on se lance. C'est-à-dire le grotesque, le tragique, Oui, le rigolo, le comique, le trop. Le trop. Hugo, moi ce que j'aime chez Hugo, c'est que il est capable de faire écrire, il est capable d'écrire et de faire dire à la reine où Dieu t'aurait dû mettre, une femme te met. Ce qui est même pas tellement joli, même comme image. Non. Comment on ni peut comme imaginer. image, ni comme... Mais c'est incroyable. Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même si terrible et si grand ? C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Sauf que comme c'est génialement écrit, alors moi ça me plaît. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est sans retenue. C'est pas, on chipote pas. Et le romantisme allemand, hein, qui n'a rien à voir avec le romantisme français, ce mouvement littéraire naît d'un manque absolu, d'un vide qui est le post-empire, le post-premier empire. On est après... C'est-à-dire Comme je dis toujours, historiquement, il y a eu quelques personnes qui ont cru tenir le monde, puisqu'à l'époque, pour eux, le monde, c'était l'Europe. Le monde, on peut dire qu'au XVIIe, XVIIIe, l'Amérique, tout ça, c'était des terres de conquête, des terres de colonisation, du point de vue de la littérature européenne. Mais après, je connais mal l'historique de la littérature, ni africaine, ni asiatique et tout ça. Donc je me fais pas d'ennemis ici, mais dans la civilisation européenne ou autour du bassin méditerranéen, il y a eu quelques tentatives de faire un monde universel. Il y a eu Alexandre le Grand qui a essayé, qui a presque réussi. Il y a eu Charlemagne, il y a eu Charles Quint. Il y a eu Napoléon Ier et il y a eu Adolf Hitler. ça se termine bien. Ça se termine mal, mais même Napoléon, c'est très sujet. Il y a eu quand même beaucoup de souffrances, il y a quand même beaucoup de colonisation, c'est des conquérants tous ces gens-là. Et ils mettent des hommes à eux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours deux peuples qui résistent toujours, qui ne s'y laissent jamais attraper, les Russes et les Anglais. Et qu'est-ce que vient faire le romantisme dans l'histoire ? Ce qui se passe, Qu'est-ce qu'il vient c'est que combler ? là, mais il vient combler un vide. C'est-à-dire que là, on est sur un terrain neutre. C'est-à-dire que Napoléon n'est plus là. Tout le monde a repris ses billes.
tout le monde est orphelin de quelque chose. Donc il faut de la force, il faut de la puissance, Il va des falloir sentiments. inventer, c'est-à-dire qu'on est sur une terre brûlée. Une intention politique. On est sur une terre brûlée, tout est à inventer, et c'est un mouvement nouveau. Tout ce qui est nouveau repousse. Et on surgit, et il y a des inventions à tous les niveaux de l'art, et notamment en littérature, et notamment au théâtre, aidé par la technique, et un théâtre neuf surgit, arrive, avec des auteurs neufs, des manières neuves de faire. Ici, Hugo, il a eu toutes les peines du monde, il s'est fait jeter, je veux dire, Hernani bataille, baston dans la... C'est pas Ici, c'est à la pas, Comédie Française. Bien sûr, c'est pas anodin tout ça. Et donc, ce souffle nouveau... Parce qu'il en fait trop, parce que la démesure Bien ne sûr, sied pas bah, à la culture. Si, la mesure elle scie à la culture, mais c'est peut-être pas aux gens qui voyaient un ordre établi, une façon de faire. Bon, bah ça c'est pour rire, ça c'est pour pleurer, ça c'est la tragédie, ça c'est la mythologie, ça c'est pour... Il explose les genres. Donc, Totalement. qu'est-ce qui définirait le mieux ce théâtre de Victor Hugo? Sa langue. La langue. Sa langue. C'est un génie de la langue. C'est-à-dire que il y en a qui aiment pas trop. Mais moi je le reconnais, c'est comme Mozart. Mozart, on entend 3 notes, on sait que c'est Mozart. Hugo, moi j'entends 2 mots, je sais que c'est Hugo, même sans connaître. Hein. C'est époustouflant. Tous les poèmes, les romans, c'est époustouflant. Mais c'est un génie. Donc et c'est simple, hein, c'est tout simple. Non, Donc, c'est pas simple. Honnêtement, Vous trouvez ça simple, Jean Chevalier? C'est beaucoup plus simple que Marcel Proust. Beaucoup. Alors, Jean Chevalier, votre alexandrin préféré, Ah, c'était la réplique de Ruy-Blas. Hein. c'est le dialogue, enfin c'est une partie du dialogue entre la reine et Ruy-Blas, Parce la que fameuse je vous aime. scène 3, acte 3. Ouais, Vous vous en ouais. souvenez ou pas? Ah oui. Et que je me souviens de la vidéo que j'ai faite ou que... Alors la vidéo, je pense. Non, le c'était il y a pas conservatoire. longtemps. Non, est-ce que vous vous souvenez de cette réplique? Ah oui. Vous voulez la dire? Oui. Pour qu'on entende la langue. J'espère que je vais pas me tromper. Je vais vous coincer. Hein. Alors ça fait parce que je vous aime, parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous, parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour, hélas. Je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais le toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert, après ça continue. Si vous saviez, madame, je vous parle à présent, madame. 6 mois cachant ma flamme, j'ai fui, je vous fuyais et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout, je vous aime. Oh mon Dieu, j'ose le dire en face à votre majesté. Que faut-il que je fasse si vous me disiez meurs? Je mourrais. J'ai l'effroi dans le cœur, pardonnez. Voilà. Quel plaisir singulier y a-t-il à dire ces vers? Il le sait, le bon. Ah, il le sait, oui. J'avais repéré déjà. Cette scène, je l'ai fait au conservatoire avec Pia, une copine. Et moi, c'est de la... Conservatoire, vous y étiez avant-hier. Ouais, j'étais il y a 3 ans, là, du coup, maintenant. Non, mais moi, il y a un truc de dégustation, c'est, comment dire, quand le plaisir de bien connaître la réplique, notamment dans Hugo, ça, c'est important, en fait. Il y a une cadence qui est magnifique et notamment sur cette réplique. Moi, j'aimais cette réplique parce que ce que disait d'engagement Nico, c'est intéressant sur le fait que, il faut y aller, quoi. Et là, c'est une déclaration d'amour, par exemple, parce que je vous aime. Et il y a une cadence et il y a un truc où il faut y aller. Et c'est intéressant parce que c'est un plongeon, quoi. Il faut s'engager dans la langue, quoi. Et ça m'intéresse. Alors, Christian Scaretti, qui a mis en scène Ruy-Blas en 2012, a dit « J'ai noté, le vers protège de toute dérive simpliste. Le travail du vers rappelle que le théâtre est le lieu d'une discipline. Le spectateur doit avoir des oreilles à la hauteur du muscle de l'auteur. » Est-ce que vous suivez cette vision presque rigoriste de cette œuvre? C'est dur, hein, le spectateur doit avoir les oreilles à la hauteur du muscle de l'acteur. Non, mais c'est... De l'auteur ou de l'acteur? L'acteur. En fait, c'est très intéressant cette histoire de... Je me sens autorisé à dire ce que je vais dire, mais je ne dis pas que je dis la vérité, mais je ne dis pas que je dis des bêtises. Parce que j'ai lu beaucoup, y compris des écrits de Hugo, qui racontent son alexandrin. Visuellement, l'alexandrin de Hugo, et notamment dans Ruy-Blas, où là, il touche
la quintessence de sa langue. Dans Hernani aussi, mais c'est nouveau, alors des fois il se cherche un peu le mélange, mais bon, dans Ruy Blas. Hernani a été écrit avant Ruy Oui. Blas. Hernani, c'est le premier drame. Donc c'est 8 ans une avant. forme d'imperfection. 8 ans avant. Disons que il mélange les genres, mais de façon beaucoup plus pointilliste dans Hernani. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une même réplique, la Ruy Blas, il annonce que l'acte 1, c'est cette couleur-là, l'acte 2, c'est une autre couleur, l'acte 3, c'est une autre couleur, l'acte 4, c'est une farce, et l'acte 5, c'est la tragédie. C'est-à-dire qu'il mélange acte par acte, et il tient une sorte de style un petit peu commun, acte par acte, ce qu'il ne fait pas du tout dans Hernani. Il y a une forme d'équilibre qu'il n'y a pas... Ou de déséquilibre, disons, de radicalité dans le patchwork, alors que dans Hernani, on va dire, on est plus sur du cubisme dans Ruy Blas et du pointillisme dans Hernani. Mais en tout cas, visuellement, l'Alexandrin de Hugo, et c'est là que ça devient incroyable, parce que quand on voit son manuscrit, où j'ai pu voir, ici, dans le coffre de la Comédie Française, ici de la bibliothèque, on a le manuscrit d'Hernani. Et je l'ai vu, moi, je l'ai regardé, c'est incroyable, mais c'est très peu raturé. Il écrit à la plume, bien sûr, mais c'est très peu, il cherche pas beaucoup, hein. Enfin, en tout cas, il cherche peut-être dans sa tête avant d'écrire, mais il n'y a pas beaucoup de ah non, c'est pas ce mot-là, c'est assez jeté comme si c'était un premier jet presque. Et ce qui se passe, c'est que visuellement, donc on a des alexandrins parfaits, c'est-à-dire avec 12 syllabes qui riment alternativement masculine et féminine. Sauf que il y a ce problème des renvois, du rejet, hein, le plus célèbre étant donc pour Hernani, c'est bien à l'escalier dérobé. Escalier est au bout du verbe, dérobé est là. Un escalier pose dérobé ne veut rien dire. Donc là, en l'occurrence, il annonce la couleur, de mon point de vue. Hein. Et Hugo invente une musique, invente une langue. Si on se concentre sur ce qu'il fait dire à ses personnages, et si on suit simplement la logique de la compréhension grammaticale de ce qu'il dit, donc on ne peut pas faire de césure avant dérobé, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire « serait-ce déjà vu, c'est bien à l'escalier ». Dérobé, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire. Comme mettre corbeau sur un arbre perché, ça ne veut rien dire. Faut faire sur un arbre perché, parce que si on fait sur un arbre perché, c'est l'arbre qui est perché. Et on l'oublie. Mettre corbeau sur un arbre perché, mettre corbeau, il est posé sur un arbre qui est perché. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il faut y faire une césure. Il fait le magicien avec ses vers ? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il invente quelque chose qui, des fois, sonne comme des vers, de la poésie, des fois sonne comme de la prose, des fois sonne comme quelque chose d'incroyable. On entend un rythme, mais ce sont toujours des vers. Ce sont des vers, mais on ne les entend pas forcément, oui, à l'oreille. Mais il y a des gens qui se scandalisent de ce que je dis, hein, qui disent, mais alors, si jamais il avait voulu faire ça, il n'aurait pas écrit en vers. Vous avez constaté qu'il faisait disparaître ses vers ? Bien sûr. Ils disent non. Non, mais après... Nico nous a déjà parlé de ça, mais ceci dit, moi, c'est une théorie ou une école à laquelle je veux bien adhérer parce que autant moi je connais très peu, je connais trop mal le théâtre de Hugo, je connais très bien ses romans et je connais très bien sa poésie et je pense que c'est honnête cette appréhension des choses dans le sens où quand même Hugo, enfin je sais pas si la comparaison est la bonne, mais comme un Tolstoï quoi, était quand même un écrivain du peuple et que quand même quand on se posait la question est-ce que c'est facile Hugo, oui, et pourtant ça reste difficile mais c'est facile, c'est-à-dire que et je pense que c'est pas dénaturer la langue que de dire ça, c'est-à-dire que je pense que dans son écriture, il y avait quand même, j'imagine, vu l'homme politique, l'homme engagé et l'homme public et populaire dans le grand sens du terme, je pense que dans son écriture, il y avait cette nécessité pour lui de pouvoir rendre quelque chose accessible à tous. Et donc ça fait que je veux bien moi suivre. Je suis moins connaisseuse. Les délires de Nicolas Lormeau. Non, c'est pas des délires. Lui-même, Hugo, l'exige. De mon point de vue, ceux qui essayent j'ai un maître que j'admire, que j'ai toujours admiré, c'est Daniel Mesguich, qui a été mon professeur au conservatoire. Il pense radicalement l'inverse de ce que je viens de dire. Et il est prêt à se battre. Et j'ai vu des très beaux spectacles. Je pense, avec tout le respect que je lui dois, je comprends ce qu'il dit. Où lui dit, mais il n'aurait pas fait ça.
si jamais il voulait que ça disparaisse, il n'aurait pas fait ça. Eh ben, je lui conteste, je comprends ce qu'il dit, et il ne le dit pas en plus comme ça à brûle pour point. Il est renseigné lui aussi, il a lu des choses. On a tous les deux lu des choses. Mais moi, je pense que c'est être un peu méchant avec Victor Hugo que de pas justement mettre en avant la nature même de ce qu'il fait entendre aux spectateurs, à savoir, par exemple, dans cette réplique, là on les entend les vers. C'est comme une poésie, parce que je vous aime, parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous, si je peux me permettre d'ailleurs, tous et vous, c'est à l'écoute, c'est juste, et Racine fait la même chose, hein, mais c'est pas la même chose, que ce qu'il faut causer sur la... Que parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. On entend parfaitement les vers, là. On les entend, c'est une poésie. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous, madame, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Là, on entend, madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nom. On entend parfaitement les vers. Il y a une forme... Et puis après, dans une autre scène, tant pis, c'est moi. Et quand César parle, dans la scène du laquais, mais jamais on les entendra, les vers. On est là pour rigoler, et pourtant ce sont les mêmes vers. C'est là que c'est prodigieux. Mais vous pensez que Julie a raison, c'est-à-dire qu'il y a il y a une volonté d'être populaire et entendu. Il raconte des histoires quand même avant tout. Bien sûr. C'est la première intention de son œuvre théâtrale, c'est ça. Ben oui, et quand on dit que, enfin moi en tout cas, mais avec aucun matériau vraiment conséquent pour le dire, mais c'est pour ça que c'était bien de commencer cette discussion. Est-ce que vous êtes un romantique? Est-ce que vous êtes un sentimental? Oui, il faut. Et ça n'a rien de dévalorisant que de vouloir appeler au sentiment, en fait. Et je trouve que c'est ce qu'il fait, en fait, Hugo, que ça soit dans sa poésie. Les Misérables, moi, que je viens de découvrir, j'ai attendu quand même longtemps. Je l'ai découvert l'année dernière. Ça a été un choc. C'est ça qui fait. Pourquoi? Parce que ça vous a emporté? La lecture vous a... Mais ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'après avoir lu Les Misérables, j'ai quand même fait... Plus que Proust? On a eu une grande discussion sur Proust il y a pas longtemps. C'est très différent. Victor Hugo, quand j'ai lu Les Misérables, moi, après, j'ai proposé quand même à Eric Ruff un grenier des lecteurs, des acteurs, sur que j'ai appelé « Et Dieu dans tout ça ». C'est-à-dire que Victor Hugo m'a créé une révélation mystique dans l'autre sens. C'est-à-dire, il ne m'a pas donné une révélation, il ne m'a pas il m'a pas donné la foi, mais il m'a interrogé sur une foi que moi je n'ai pas, par exemple. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire que il m'a offert cette porte-là de m'interroger sur une foi que je n'ai jamais eue, que je n'aurai jamais. Enfin, il m'a pas, j'ai pas découvert quelque chose. Ça m'a pas ouvert les portes de la croyance et de la foi, mais ça m'a vraiment intéressé la foi, la politique, le peuple. Enfin, ce triangle-là. Et pour réunir tout ça, qui était quand même à l'époque le nerf de la guerre, il fallait bien le sentiment. C'est le sentiment qui réunit tout ça. Donc, en effet, parler de politique en parlant du peuple, en parlant de l'injustice, et l'injustice avec la foi, comment on concilie ça, et l'injustice avec la politique, comment on concilie ça, etc. Et en même temps, là, moi, Ruy Blas, je ne l'ai que vu, je ne l'avais pas lu, et donc je l'ai lu. C'est un peu je retrouve mes petits, moi, quand je découvre Hugo. C'est-à-dire que c'est la politique, c'est les sentiments, c'est le grand, le petit, c'est comment tout ça et tout ça va se parler, va discuter, va se résoudre ou ne pas se résoudre, mais avec des choses. C'est même pas du sentiment qu'on devrait dire, c'est du sensible en fait. C'est pour ça que c'est facile. La langue de Victor Hugo. Pourquoi ça vient convoquer des choses très personnelles? Mais parce que c'est hyper contemporain. Enfin, c'est pas contemporain dans la langue, mais c'est contemporain dans tout dans le sensible. C'est universel. C'est pas tant contemporain que c'est universel. C'est quand même des choses. Ça peut être la reine d'Espagne. On parle d'une politique qu'on ne connaît pas forcément. Le moment où en effet, mais peu importe en fait. Peu importe parce que on comprend quand même tout ce qui se passe. Donc, Jean, vous qui sortez à peine de la formation, comment un jeune acteur se retrouve à aimer et à préférer un vers d'Hugo plutôt que, je sais pas, je dirais Molière à tout hasard dans cette maison?
Ah bah ça, c'est très personnel. Chacun... C'était juste la musique de cette langue? Moi, je dirais c'est le fait de... C'est un texte qu'on mord, et qui mord l'autre, et qui... Il y a un truc assez carnassier dans cette langue qui moi, me plaît. Après, je pense forcément à Victor Hugo, ça m'a beaucoup plus marqué, parce que en deuxième année, ça a été un voyage avec un groupe, avec des copains, sur lesquels pendant toute une année, on a travaillé sur Ruy Blas. Donc on rêvait sur Hugo, on rêvait sur Ruy Blas. Donc autour de cette langue, il y a aussi ce voyage humain qui était... Mais pourquoi on préfère Hugo qu'une autre langue, je sais pas. Est-ce qu'il y a un plaisir presque contemplatif à écouter ou à dire les vers d'Hugo? Vous parliez des vers et la spécificité de cette langue très belle. Oui, parce honnêtement, on a l'impression quand on joue Hugo, comme les sentiments sont simples, et que les mots sont simples, ça veut pas dire facile à jouer, hein, mais voilà, le désir, commun. Et qu'on partage, c'est ça, qu'on a en commun. Et puis, d'un seul coup, c'est tellement génial, mais c'est facile, c'est tellement flamboyant, on a l'impression d'être un génie quand on dit ça, quand on joue ça. Il n'y a pas de faiblesse, on est très tenu par ce gars qui a c'est la classe, quoi. Il dit, si vous me disiez meurs, il dit pas je me tuerais. Ça serait, si vous me disiez meurs, je me tue. Ça serait, il faudrait convoquer quelque chose. Si vous me disiez meurs, je mourrais. Ça veut rien dire. On peut pas mourir sur commande. Faut se tuer. Mais non, c'est pas ce qu'il dit. Si vous me disiez meurs, je meurs. Bah, c'est ça pour moi. C'est cette flamboyance-là. Et donc, on a l'impression d'être un génie. D'être un génie. On est là. Donc, je marche vivant dans mon rêve étoilé. C'est très beau. Quelqu'un qui dit, waouh, c'est bien. Voilà. Toute personne à qui il arrive quelque chose de très heureux, de très attendu, de très espéré, que ce soit le jeune père quand il sort de la maternité, à celui qui vient de se marier, à celui qui a eu enfin son diplôme, qui vient de décrocher le job, qui vient de décrocher le rôle qui va, toute nouvelle heureuse peut se commenter par « donc je marche vivant dans mon rêve étoilé ». C'est très beau. Et de la même façon, tout ce qui est triste, tout ce qui est... par exemple, moi j'aime énormément quand Hugo parle du deuil. Voilà, je trouve que personne ne parle aussi bien du deuil et du manque de quelqu'un que Hugo. Enfin, je veux dire, il a réussi à raconter ça. Et chacun le lira, chacun il remplit en fait un manque qu'on a nous de mots et de façon de l'exprimer, et en fait il a les mots pour nous, quoi. C'est propre du génie littéraire. Ouais, c'est beau. Oui, et les poèmes, notamment dans sa poésie, tout ce qui concerne la mort de sa fille. C'est magnifique. Et effectivement, tu as raison, c'est que ça remplit nos deuils. Ça peut des choses qui sont qu'on n'arrive pas à formuler. C'est ça. Il arrive à les formuler. Avec des mots assez simples. D'une façon assez simple. Et en fait, c'est exactement les images qui traversent chacun de nous quand on perd quelqu'un, quand on est dans un manque, quand on est en colère, quand on est en doute, l'injustice, ce discours sur la misère est quand même dingue. Enfin, c'est tout ce qu'on pourrait encore... Enfin, on pourrait toujours le dire, ce texte. Il remplit les cases vides, quoi. Il a des expressions, une formulation, il arrive à agencer des idées qu'on a du mal, encore, nous, aujourd'hui, à construire pour dire ce qui ne va pas, quoi. Et là, il arrive à faire ça. Alors, comme Cyrano, le Cid Ruy Blas est une pièce... au sens propre, monumental, c'est un trésor national. Pour le spectateur, il n'y a pas beaucoup de secrets. Quand même. Non, mais c'est vrai, très peu de monde pourrait raconter l'histoire de Ruy Blas comme ça. Ah si, les gens qui ont vu la folie des grandeurs. Ah oui, mais encore, ce qu'il raconterait exactement. Parce que je rappelle que la folie des grandeurs est adaptée de Ruy Blas. Vous êtes mon bon Blas. Voilà, Yves Montand. On aurait été plus culotté à faire le théâtre à la table avec la folie des grandeurs. Avec la version de Gérard Houry, oui, ça aurait été un peu... Ça aurait été quelque chose. Enfin, ce que j'ai entendu, et je ne souhaite pas dévoiler, s'en rapproche légèrement votre pitch pour
la façon dont il vous a expliqué ce que cette pièce racontait pourrait se rapprocher de la folie. Non, mais c'est l'histoire. L'histoire est très simple. On la connaît, l'histoire. En tout cas, tout étudiant, de lycéen, de première, normalement, est passé par Ruy Blas à un moment donné. Ruy Blas est passé par nous. Voilà, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans un palais. Un laquais. René Boulon. René qui balaye par terre, qui tombe amoureux de la reine, qui va coucher avec, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Il se fait passer pour un grand d'Espagne. Ah oui, il se fait passer. La reine, c'était Lady Di. Ah, la reine, c'est Lady Di. La reine aimerait que son mari soit amoureux d'elle. La reine, c'est bah oui, il le dit d'ailleurs. Ah, si je l'avais voulu, j'aurais aimé le roi. Ah, s'il avait voulu, j'aurais aimé le roi. Voilà, elle le dit. Mais il me laisse ainsi seul d'amour privé. Et là, d'ailleurs, une lettre arrive. Une lettre du roi. Elle fait du roi, c'est fini, je suis sauvé. Elle l'oublie, Ruy Blas. Elle a tout dans son soutien-gorge. Elle a des selles, elle a la dentelle de la lettre. Enfin, c'est un buffet dans sa gorge. Et elle l'oublie. C'est fini. Va arriver la lettre du roi. Bah non, le roi, il revient pas. Bon, bah, à ce moment-là. Alors, je vais aimer René Boulon. Comment vous allez raconter cette histoire? Non, mais moi, je raconte pas, c'est Victor Hugo qui la raconte. Ça tient quand même, il faut trouver un truc dramaturgique. Vous n'avez même pas les costumes, vous n'aurez pas le soutien-gorge. Il a fait un grand choix dramaturgique, il a quand même choisi Charles Sicard et Jean Chevalier. Ça, c'est quand même le résultat. C'est une belle empreinte. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre et que c'est bien la fatalité qui les a réunis. Pendant la lecture, on va tout faire pour que ça marche. Mais c'est ça, c'est formidable. Il y a, de mon point de vue, surtout en théâtre à table. Après, évidemment, si on montait la pièce pour de vrai, il y aurait des choix de scénographie, il y aurait des choix d'époque à faire. Parce que, par exemple, Hugo ne parle, en théâtre, il ne parle que de son époque. Il ne parle que du 19e, il ne parle que de ça. Justement, de cette époque, des tiraillements, de Napoléon III, plus tard, des choses, des bâtons qu'on lui met dans les roues, des choses comme ça, du mouvement politique, de la misère. Il ne parle que donc du... ça veut dire quoi? Vous l'adapteriez en jean et en... Non, justement. Il faudrait, de mon point de vue, Hugo, les costumes, ils doivent être du 19e quand on... Alors, mais, sauf que Ruy Blas, ça se passe pas du tout là. Hein. Ça se passe en Espagne. Bah oui, en Espagne. Et puis, au temps de Charles II. Ou Charles III, je ne sais plus. Charles II. Autant Charles II. Globalement, c'est 1500 et quelques. C'est censé être la Renaissance. Ça fait l'embosser, donc, par exemple, ça, c'est des choix. Mais nous, au théâtre à table, on va pas commencer à se mettre des costumes. Alors, comment vous allez faire? Vous allez reconstruire le monument? Non, moi, je vais raconter l'histoire. Je vais supprimer les didascalies, bon, on n'en parlera pas. Je raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on se met autour d'une table, on lit les mots, et avec un peu de bol, si j'aide un peu à la manœuvre, c'est-à-dire que quand la reine arrive ou je sais pas quoi, on va aider un peu avec des accessoires et tout ça, mais normalement ça va marcher. On va faire acte par acte, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas être tous tout le temps autour de la table, on va essayer d'incarner un petit peu les gens présents, acte par acte, pour aider un peu à la compréhension du spectateur, mais de l'auditeur en fait. Le théâtre à table, de mon point de vue... on regarde beaucoup quand même. On regarde beaucoup parce qu'on nous trouve très beaux et qu'il y a une intensité dans les regards, surtout dans le regard de Jean. Mais on va pas trop compliquer l'affaire parce que sinon on est perdu. On va mettre le texte en avant, on va raconter l'histoire, enfin on va lire les mots et avec un peu de bol ça va marcher. Alors Julie, vous êtes la reine. Vous jouez souvent la comédie, on est dans un tout autre registre, avec Ruy Blas. Je ne joue pas souvent les reines. Non, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez convoquer pour ce personnage un peu tragique quand même? Parce que, sans dévoiler la fin, ça ne se termine pas que bien. Moi, je ne joue pas souvent les reines, mais je suis persuadée que je suis faite pour jouer les reines. Nicolas aussi. Voilà. Bien sûr. C'est la même histoire pour tout le monde. Donc non. Vous avez réfléchi à ce que vous alliez... aller chercher. Surtout, je me dis, mais après, à partir de samedi, comment Eric Ruff va réfléchir à sa programmation? C'est surtout ça que je pense, c'est-à-dire que je pense. C'est une bergère, elle. Je suis passée à côté de quelque chose. Voilà. Non, moi ça m'excite complètement, ça me fait pas du tout peur parce que après tout ce qu'on s'est dit, c'est une reine, mais enfin, c'est une reine qui parle de choses qui n'ont rien de particulier à une reine. C'est une reine amoureuse. Donc ça pourrait être une reine, ça pourrait être n'importe qui en fait. Le fait qu'elle soit reine, si
raconte un rapport de force et de pouvoir politique entre elle et Ruy Blas qui va quand même créer un petit mépris de classe à un moment donné, voilà, quand même. Qui va quand même Sort de la... drame, mais enfin, je veux dire, qu'elle soit reine, finalement, c'est pas le fait qu'elle soit reine qui m'intéresse dans ce personnage, c'est plutôt le drame de sa vie, le fait qu'on ait sacrifié une jeune femme sur le bûcher du pouvoir, quoi, et qu'elle est, c'est une femme pleine de frustration c'est un peu une sorte de dans l'autre sens, une Bovary, quoi. Enfin, Bovary raconte un peu ces mêmes frustrations, ces mêmes désirs d'amour, de choses grandes, de belles, sentimentales, etc. Elle est un peu dans ce même manque. Donc, pour une cette femme, incapacité à c'est-à-dire qu'en effet, elle est en manque d'amour. et son un homme Blas arrive, est amoureux et elle met le pied dans la porte et elle décide d'ouvrir cette porte. Et donc c'est quelque chose qui devient exaltant, immense, une histoire de vie, de mort, de choses qui deviennent dingues, qui la remplissent, quoi. Mais donc la reine, finalement, la reine la reine peut être un prétexte, je veux dire, à raconter l'histoire, mais c'est pas tellement. Elle ne vit pas ce que Victor Hugo raconte, c'est pas forcément les problèmes d'une reine, c'est les problèmes d'une femme en manque d'amour, mais qui vient drame. Qui vient drame, ouais. Elle était vraiment amoureuse de Ruy Blas. Ah oui. On le sait. Elle est amoureuse de l'amour, en fait. Exactement. Elle tombe amoureuse au moment où il impressionne en plus tous les ministres. Donc c'est ouais, un ça homme fait dans comme 6 mois quand même qu'elle le surveille. Ah, ouais. Non, mais c'est une femme. Et ça... C'est exactement ça ce que dit Julie. Elle a tout à fait raison. C'est une femme qui veut aimer, qui est en manque, qui est en manque d'amour, qui est seule. Ouais. La pièce a failli s'appeler La Reine s'ennuie. Elle aurait pu s'appeler comme ça, c'est vrai, non ? C'est vrai. Et elle s'est appelée Ruy Blas. Et alors votre Ruy Blas, genre, vous allez... il va être romantico-tragique, il va être plus politique, vous allez mettre un peu de grotesque, parce que c'est un laquais. Il va être Nicolas Lormeau. J'écoute ce qu'il me dit. Non, vous avez quand même une votre cœur va à droite ou à gauche. C'est un laquais grand d'Espagne amoureux. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a plusieurs registres, en fait. Ouais, il est assez complexe, ce personnage. Oui, c'est plein de choses quand même. C'est un menteur, mais aussi plein de choses. un Il est très amoureux. clair. En fait, il va dans un sens et dans l'autre très rapidement en plus, donc... Ça vous aimez bien. Ouais. Il y a plein d'émotions. Mais je trouve qu'il raconte beaucoup la jeunesse aussi, le personnage. C'est un fan. C'est un fan. Ouais. Il est fan. Non, mais il y a quelque chose de la jeunesse. Bien sûr. Mais lui, il vit dans un fantasme. C'est le fan de, je sais pas, c'est Jean qui est fou, qui est fan de Louane, par exemple. J'aime bien Louane. Louane, elle est sympa. Louane, non, mais j'aime bien, je trouve qu'elle chante très bien, elle est sympa. C'est vrai que Jean Chevalier. Donc Jean Chevalier, il est fan de Louane. Admettons, il est fan de Louane, il écrit des lettres à Louane en disant, bah voilà, Louane, viens me voir, je vais au théâtre, je sais pas quoi, bon, bah, comme on fait, c'est sympa. Et puis Louane, normal, elle va venir, et puis ils vont peut-être sympathiser, peu importe, ils vont peut-être sympathiser, c'est sympa. Et puis ça s'arrête là. Et en plus, Louane, là, tout ça, je connais pas Vous connaissez un petit peu les histoires de Louane. Mais Louane, elle vient d'avoir un bébé. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et puis d'un seul coup, voilà ce que raconte Victor Hugo, c'est que c'est la même chose. Il est fan, il lui écrit, et là il lui commence à lui écrire, ça marche. enflammé, tout ça. Et elle arrive dans sa loge et elle fait c'est extraordinaire. Et elle lui saute dessus et il s'aime. Bah lui, ça va le surprendre. Elle Louane aussi, ça va le surprendre. Elle vient dans sa loge, mais elle l'a vu jouer dans Fanny Alexandre. Bien sûr, elle l'a vu jouer. Ils ont envoyé des roses. Elle a vu jouer un enfant. Et lui, ce que je veux dire, c'est que et lui, et d'un seul coup, le truc, ils savent pas ni l'un ni l'autre ce qui leur arrive. Il y a pas de calcul là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Bon alors, en l'occurrence, encore une fois. En l'occurrence, on sait ce qui arrive à la reine, elle est seule et elle a besoin d'amour. Et lui, on sait pas qu'elle vient, lui. On sait lui il vit dans la désillusion. Il vit il eut l'illusion de vouloir avoir été poète, homme politique quand il était jeune avec César et tout. Il voulait révolutionner le monde
Et il se retrouve homme d'entretien dans le palais du roi. Et donc là, il le dit, c'est pas de l'aigreur, mais il est désillusionné. Et donc il fantasme, il vit dans une espèce de souvenir qu'il a été un homme de lettres. C'est peut-être une conquête sociale, là. Ouais, je pense. Non, mais c'est pour ça que c'est pas très clair. C'est un Rastignac. Ouais. Ah, c'est pas très clair. Non, mais surtout, ce qui est pas clair, c'est qu'il ne le dit pas, tout de suite. Quand il lui dit, mais je m'appelle Ruy Blas, il devrait le dire dès la première rencontre, en disant, vous savez... Je m'appelle René de Bidochon. Je m'appelle Boulon, je m'appelle René Boulon. Je suis un mec bien, mais je m'appelle quand même René Boulon, quoi, que ça soit à peu près clair entre nous. Et il ne le dit pas, parce qu'il est enthousiaste. Alors, le reste de la distribution, nous avons vu Guillaume Gallienne faire une petite... Il nous a entendu. Oui, il nous a entendu, il est venu voir, et puis il est reparti. Vous voulez que je vous Allez-y, en allez-y. souvienne. Donc Guillaume Gallienne, Don Salluste. Don Salluste. Michel Villermoz, Don Yuritan. Christian. Donc Yuritan, c'est génial, c'est un personnage, il est tout vieux, il est très amoureux de la reine. C'est Ruy Blas, mais 1000 ans plus tard. Il n'a pas bougé, lui, il est toujours prêt à l'aimer, mais il est immobile. C'est un très beau personnage. Christian Gonon, Don César. Voilà, l'anarchiste de service. Julie Sicard. Alors, Donia Maria de Neubourg, reine d'Espagne. Une Allemande. S'il vous plaît. Une Allemande. Une Allemande. Rousse. Une Allemande rousse. Tout est dans Baccarat le... Saccaré. Sangaré. Le comte d'Albe, Don Manuel Arias. Là, je ne sais pas le Oui, prononcer. on est deux. Bon, En il y a fait, on des- est deux avec Baccari à jouer un tous les certain ministres. nombre de gens. Voilà. À jouer tous les autres. Dominique Blanc, la duchesse d'Albuquerque. Voilà, la duchesse, la très méchante duchesse qui martyrise la reine, et Tout la à duègne fait. à l'acte 4 qui est très rigolote. Jean Chevalier Ruy Blas. et Clémentine Lee de l'Académie. Qui joue Cassilda. Voilà. Et quelques Le autres mari. ministres qui passent. Et écoutez, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Demain, vous repartez travailler sur ce théâtre à la table. Vous avez jusqu'à vendredi enregistrement, diffusion samedi 20h30. Merci Julie Sicard. Merci. Merci Jean Chevalier. Merci. Nicolas Laureau, merci. Merci Arthur. Merci Arthur. Voilà. Merci au comité de rédaction que je ne remercie jamais, mais qui travaille avec moi sur cette émission. Restez connectés car vous allez maintenant découvrir la première séance de travail entre vous trois. Bonne soirée avec la Comédie Française. Bonne soirée. Les amis, c'est tout à fait inédit. Nous allons, les amis, nous allons donc, à partir de lundi, être très nombreux autour de cette table, avec Ruth, pour lire Ruy Blas. Ruy Blas de Victor Hugo. Non. Ouais, Ruy Blas. Et donc, histoire de fonder le couple, puisque toi tu vas donc jouer Ruy Blas. Ruy Blas. Déjà, c'est un faux ami, Ruy Blas, si je peux pas, parce que tout de suite, ça fait un peu Ruy Blas, tu vois, ça fait tout de suite un peu héros romantique, je sais pas. Ruy, c'était vraiment comment dire, le prénom le plus populaire d'Espagne. Ruy, c'est Robert, tu vois. C'est René. René, très populaire. René Blas. Et pas Blas, peut-être, vraiment Blas, c'est pareil, c'est... On va dire, on va pas se moquer des Bidochons, mais ce serait, en fait, tu t'appelles René Bidochon, si tu veux, tu vois. C'est vraiment, c'est pas très, alors c'est joli, hein, Ruy Blas, dans notre imaginaire, mais Ruy Blas, faut déjà que tu penses que c'est vraiment bon. Bah, le gars, il a un prénom et un nom vraiment populaire. Je comprends mieux pourquoi tu as voulu que ce soit moi. Voilà, exactement. C'est un gars du peuple. Et toi, tu es la reine d'Espagne. C'est formidable. Ça te va très bien. Et tu es mariée. Est-ce que tu as vu la dernière saison de The Crown? Non, Alors, tu l'as pas vu, mais tu connais l'histoire de Lady Diana. bien sûr. Eh bien, la reine d'Espagne, je te jure, c'est Lady Diana. Elle est là, elle pense qu'elle est reine, que c'est formidable et tout ça. Elle est, non, après, parce que justement, et d'ailleurs tu verras l'acte 2, elle dit « Oh, s'il avait voulu, j'aurais aimé le roi, mais il me laisse ainsi, seul, toujours, mais il me laisse ainsi, seul, d'amour privé. » Et donc, en fait, c'est exactement ça. Elle est mariée, en l'occurrence, elle est reine, et il n'est jamais là. Il n'est pas là, le roi. Il est absent. Elle est toute seule. Elle n'a rien le droit de faire. Et elle veut bien aimer quelqu'un, quand même. Elle le dit d'ailleurs, il faut bien que j'aime quelqu'un. Et c'est exactement là, la dernière saison, on voit très bien, là, il y a Lady Diana qui a des serviteurs, mais qui n'a pas d'amis, qui est toute seule, c'est horrible. Et puis, d'un seul coup, elle a besoin d'amour. Et elle reçoit des preuves d'amour et des lettres d'amour d'un inconnu. Elle reçoit des fleurs, elle reçoit des lettres. Le gars, il monte en haut de Buckingham Palace avec les barbelés, il se blesse, parce qu'il n'est pas très doué. Il est petit.
Donc il se blesse en franchissant les barbelés. Et en plus, donc, il arrache son vêtement, mais il laisse un bout de vêtement plein de sang. Et elle se raconte un truc énorme. Et il lui écrit des poèmes sublimes. Et donc, elle a besoin d'aimer. Et c'est l'histoire improbable qui va... Il lui aurait jamais parlé. Jamais il oserait l'approcher même. Et il travaille même pas dans le palais. Hein. Il est engagé de quelqu'un qui, lui, est presque le Premier ministre, on va dire. Mais c'est pas là qu'il travaille. Lui, il travaille dans une maison à part, de Salluste, de ce Don Salluste. Le Don Salluste, c'est la première fois qu'il le fait venir dans ce palais. Donc en fait, c'est incroyable. Il est complètement tombé fou amoureux de la reine. C'est Dodi. C'est-à-dire qu'il a vu des articles, il a vu des photos, je sais pas. Il a fantasmé sur cette femme. Ah, ça, on ne sait pas comment. Comme un fou. Ah non. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas comment avec Victor Hugo, on ne sait jamais comment les gens tombent amoureux. Hein. Par exemple, alors là, on peut imaginer des choses, mais par exemple, pour Hernani, que je connais bien aussi, Hernani, on ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé un jour dans la chambre de Donia Sol. On ne le sait pas. C'est un bandit. Bon, bah lui, il est employé, peut-être, évidemment, moi j'ai une explication quant au problème de Salluste et de la reine. On en parlera quand Guillaume sera là. Mais là, il y a quelque chose de vraiment pas clair du tout par rapport à leur histoire à eux. Pourquoi cet homme tient absolument à se venger à ce point-là de cette femme? Pourquoi cette femme le chasse? Là, nous, on va débrouiller un truc là. Toujours est-il que son employé, c'est lui. Alors peut-être, je sais pas, il a vu des articles, peut-être Salluste lui a parlé de cette reine pour la première fois en lui disant mais elle est tellement sublime et tout ça, parce que moi je suis persuadé que Salluste est fou amoureux de la reine. C'est bien le problème, comme tout le monde. Mais toujours est-il qu'il est tombé fou amoureux de toi, et le hasard le plus incroyable le fait se retrouver engagé à travailler dans ce palais, et surtout le nomme Premier ministre. C'est un truc de fou. Et quelque part il se prend au jeu de la politique, mais il la fuit parce qu'il sent qu'il y a un danger à lui révéler qui il est. Sauf qu'elle l'espionne, et elle dit mais c'est lui, il m'avait écrit ça, c'est sublime, pourquoi il veut pas, et tout ça. Et puis arrive l'acte 3, où effectivement elle se découvre, et lui, ils vivent une très belle histoire d'amour, jusqu'à ce que ça tourne mal. Puisque finalement, il va mourir, Salluste va mourir, te laissant de nouveau seul d'amour privé, finalement, parce que les deux hommes qui t'aimaient, de mon point de vue, on verra, pour Salluste, c'est une vision, une lecture que j'en fais, mais Ruy Blas, bon, c'est à peu près sûr qu'il t'aime quand même, et te laissant de nouveau seul, sans personne qui t'aime. Il y a des mises en scène, et des bonnes, qui font mourir la reine, la reine se tue elle-même, parce qu'elle n'a plus d'avenir. Donc c'est une tragédie totale, puisque César, les quatre rôles principaux, hein, César, le vrai César de Bazan, est de nouveau exilé et de nouveau attrapé, et donc on imagine qu'il ne va pas y réchapper deux fois. Donc en fait, les quatre personnages principaux en fait, vont mourir quelque part. Une, sans doute de chagrin ou en se tuant, je ne sais pas. Deux qui sont vraiment morts, là, pour le coup. Salluste assassiné par Ruy Blas, et Ruy Blas se suicidant avec du poison. Et César assassiné, voilà. Donc c'est aussi une tragédie totale. Et je vous raconterai ça. Ce qui est étonnant, c'est que Victor Hugo, avec Hernani d'ailleurs, il invente ce qu'on appelle le drame. Qu'est-ce que c'est que le drame romantique? C'est quelque chose qui mêle les genres. C'est-à-dire, cette chose, cette pièce-là, Ruy Blas, est vraiment une comédie, vraiment une tragédie, vraiment un drame au sens où il y a du suspense, vraiment une fable politique et sociale dans l'acte 3, vraiment une pièce sentimentale et, comment dire, presque amoureuse, une bluette presque, vraiment... Bon là j'ai déjà fait le tour, il y a du pathétique, il y a du pathos, à l'acte 2, il y a des larmes, il y a du sang, il y a des lettres, il y a la notion tragique à la fin, et ce qui est très intéressant dans Ruy Blas, c'est que chaque acte a sa couleur, porte le nom du personnage. L'acte 2, c'est vraiment l'acte des sentiments, de cette bluette et des choses comme ça. L'acte 3, l'acte dramatique, le suspense, l'amour aussi s'incarnant, la fable politique. L'acte 1, eh bien là, carrément la fable sociale. Les deux hommes, les deux puissants, un qui est devenu anarchiste, l'autre qui a le pouvoir. Donc là, c'est très intéressant. Et l'acte 5, la tragédie. Et
c'est carrément étonnant, c'est-à-dire que c'est carrément presque l'acte 4, c'est la comédie, c'est pour rigoler, c'est presque une vulgarité à l'intérieur de cette histoire sublime. C'est très bizarre, c'est-à-dire c'est une farce. À l'intérieur de ça, il y a une blague, qui est l'acte 4, avec ce personnage. Et donc c'est ça qu'on va essayer de faire ressortir, c'est les couleurs des actes, et puis de bien faire comprendre cette histoire d'amour, ce suspense-là, cette histoire, cette intrigue dont tu es victime. Il y a cette histoire de lettre au débat, l'acte 1, qui te fait écrire, après on s'en souvient. Alors est-ce qu'on aura le temps, est-ce que les gens qui vont écouter vont se souvenir eux-mêmes de ça? C'est compliqué, quand on monte la pièce, on fait des zooms pour bien que les gens se... Souvent chez Victor Hugo, il utilise ce subterfuge, il fait écrire des lettres à l'acte 1 à des personnages, où il y a des serments qui après d'un seul coup ressortent comme « Ah, j'avais oublié ce billet, j'avais oublié ce serment. » Ça, c'est les ressorts de la tragédie, absolument. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et puis, une dernière chose, comme vous avez vu, je me suis permis de retirer d'abord toutes les didascalies de Victor Hugo. J'ai la pièce pas loin, donc si jamais il y a des choses qu'on ne comprend pas, on va pouvoir retourner aux didascalies. Pourquoi je les retire visuellement? Parce que Victor Hugo, c'est un homme qui écrit très bien. Et il décrit sa mise en scène rêvée. Mais le problème, c'est qu'il décrit un théâtre du 19e siècle. Et qui, pour lui, est moderne en plus, parce qu'il décrit un théâtre du 19e siècle engagé, un petit peu nouveau, neuf, qui secoue les habitudes et tout ça. Mais il le décrit très bien. Et donc, quand on lit ces didascalies, on ne peut voir que des trucs grandiloquents, des décors lourds, du Sarah Bernard, en fait. Et comme c'est très bien écrit, on ne peut pas se détacher mentalement de ces images de vieux théâtre. Et il faut absolument le retirer parce que, on le découvrira, mais la dernière scène de la pièce est sublime, c'est entre vous deux. Hein, donc il vient de tuer Salluste. Et elle est là, elle est sidérée, quoi. L'homme, d'abord, elle vient d'apprendre que l'homme qu'elle aime lui a menti sur son identité, que c'est un valet, un laquais, que c'est pas du tout un noble, qui s'appelle Ruy Blas, et elle vient surtout de découvrir que c'est un assassin, parce qu'il vient sous ses yeux d'assassiner Salluste. Et la scène commence, que voulez-vous? Elle fait que vous me pardonniez. Il lui dit, et elle dit jamais. Je ne peux pas pardonner ça. C'est une double. S'il y a un meurtre, c'est une double trahison. C'est très compliqué quand même. C'est pas possible. Et lui, il dit jamais, non jamais, et il se suicide. Et après, alors qu'il va mourir, hein, c'est toujours ça, le poison prend du temps, il s'explique. Et à la fin, ce qui est très intéressant, c'est que, à la fin, pour la seule fois, à un moment donné, elle lui dit « Je vous pardonne, Ruy Blas », elle est paniquée comme ça, et il fait « Non, 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 non ». Et elle crie son nom. Elle le nomme, Ruy Blas. Et lui dit « Merci. Merci de reconnaître qui je suis avant de mourir. » Et il meurt. Mais là, par exemple, entre Ruy Blas et merci, la didascalie de mémoire, c'est Ruy Blas qui allait mourir. Oui. Ruy Blas qui allait mourir se relève à son nom prononcé par la reine. Et là, immédiatement, on voit une mort naze. On voit et ça gâche le plaisir. Alors que si on monte la pièce, ou si on imagine la chose, c'est très beau. Ruy Blas, merci. Fin de la pièce. Et donc, c'est pour ça que j'ai retiré les didascalies. Merci au public. oui, merci. 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 On se retrouve la semaine prochaine pour Merci. la lecture. Et voilà, donc j'ai retiré les didascalies. Et puis je vous en reparlerai aussi. Ça sera le mot de la fin de cette première séance. C'est que le vers hugolien, c'est un vrai alexandrin de 12 syllabes qui rime, alternant les féminines et les masculines. Donc c'est tout à fait prodigieux, sauf que Hugo choisit si on l'entend ou on l'entend pas. Par le jeu des enjambements et le jeu des césures et des coupures de... voilà, il faut que... Maintenant, madame, il faut que je vous dise, je n'approcherai pas, je parle avec franchise. Donc ça, c'est le vers. Je ne suis point coupable autant que vous croyez. Je sens ma trahison comme vous la voyez. Doit vous paraître horrible. Oh, ce n'est pas facile. Comme vous la voyez. Doit vous paraître horrible. Oh, ce n'est pas facile. Exactement. À raconter, pourtant, je n'ai pas l'âme vile. Donc, vous voyez bien que là, ça, donc, on l'entend, mais si on parle, maintenant, madame, il faut que je vous dise, je n'approcherai pas.
Je parle avec franchise. Là, on l'entend un peu. Je ne suis point coupable autant que vous croyez. Je sens ma trahison comme vous la voyez doit vous paraître horrible. Oh, ce n'est pas facile à raconter. Pourtant, je n'ai pas l'âme vile, je suis honnête au fond. Et là, on a perdu le vers. Quand on écoute, on a perdu le vers. Et c'est ça que je veux entendre, parce que c'est ça la langue qu'invente Victor Hugo. Et il l'invente vraiment. Et il y a des textes où il dit « J'invente, je veux que ça enjambe. Je ne veux pas qu'on respecte la fameuse césure à l'hémistiche. Je veux qu'on respecte le sens. » Et il va naître de ça une musique nouvelle, qu'on entend vraiment, qui est incroyable, où on est perdu, où d'un seul coup ça rime plus. D'un seul coup, on entend le rythme. Il l'a pas écrit directement comme ça. Eh bien, parce que je pense que cette contrainte l'amuse, en fait. Je sais pas, parce que lui, peut-être, il est aussi, je sais pas exactement. Il est peut-être aussi perclus de théâtre classique. C'est assez. D'un seul coup, il se prend au jeu. Il écrit très vite, Victor Hugo. Cette pièce-là, elle est écrite en. Il a écrit de la prose. Ouais. Mais parce que aussi, je pense qu'il y a des moments où on entend très très fort. Les Alexandrins, on les entend très fort, et c'est très voulu, je pense. Mais des fois, ils disparaissent. Et de mon point de vue, en faisant ça, je gagne un peu de temps par rapport à vos yeux et par rapport à votre cerveau. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand j'ai monté Hernani, j'ai fait la même chose. Bruno Raffaelli, par exemple, m'a dit bah non, ça fait partie du plaisir. Ça fait partie de mon plaisir, moi, justement, de faire ça. Et donc, il avait une brochure, il avait la brochure, parce qu'il y a des inconvénients aussi avec ce système-là. Parce que des fois, justement, il faut reprendre, il faut retrouver, parce qu'on compte sur ses doigts et on se dit mais là, c'est pas possible de faire des liaisons et tout ça. Ça me permet de gagner pas mal de temps avec vous, parce qu'on est très pressé, puisqu'on va avoir en 3 fois 4 heures, même pas 3 fois 3 heures, il faut qu'on lise la pièce. Donc ça me permet d'avoir gagné du temps. Voilà à quoi je vous propose de jouer. Et on lit une fois la pièce jeudi soir, c'est ça? Et après, non, pas du tout. Non. On l'a lu pour la première fois qu'on la lira en entier, ça sera pour les gens. On l'aura jamais fait. Magnifique. On n'a pas le temps. C'est un bel accouchement. Oui, absolument. Voilà, eh bien on peut s'y mettre alors doucement.